Mmh. Ouais, on le voit, tu sais, il y en a qui me disent: «Donne pas des idées». Bien sûr, moi je suis journaliste citoyen, je vous rapporte ce qui se passe au Mexique déjà. Donc vous inquiétez pas, j'ai rien inventé, hein. Je bosse pas pour le cartel de Sinaloa. Moi je vois ce qui se passe au Mexique, je me renseigne, c'est mon métier et je vois que, bah, dans cette situation, les pouvoirs publics français sont aux fraises, à l'os. S'il y avait des gars mal intentionnés qui voulaient balancer une nuée de drones quelque part, il y a quasiment que dalle. Tout Heureusement. d'abord, parlons des États-Unis, car nous avons de nombreuses déclarations très intéressantes. L'administration du président américain Donald Trump discute de la possibilité d'envoyer des milliers de soldats et de véhicules armés, y compris des véhicules blindés Stryker, à la frontière avec le Mexique pour renforcer les mesures de sécurité. The Washington Post a rapporté cela samedi, citant des sources au Pentagone. Selon la publication, la possibilité de déployer jusqu'à 2500 marines, une brigade d'infanterie mécanisée de la 1e division d'infanterie dans le Colorado, ainsi que des unités de la 82e division aéroportée en Caroline du Nord, est envisagée. C'est une déclaration très importante. Nous voyons que les États-Unis tentent de faire tout leur possible pour réduire leur présence en Europe et leur soutien à celle-ci. Désormais, les États-Unis ont une raison de ne pas continuer à aider l'Ukraine. De plus, selon les informations dont nous disposons, pendant la campagne présidentielle, Donald Trump a déclaré qu'il allait combattre les cartels de la drogue sur le territoire mexicain. Ainsi, encore une fois, nous devons comprendre que même si les États-Unis envisagent de lancer une opération contre les cartels sur le territoire mexicain, ils doivent d'abord sécuriser leurs frontières. Sans frontières sécurisées, il n'y a absolument aucune chance de mener cette opération avec succès. Nous pourrions voir un afflux de réfugiés ou des traversées illégales de la frontière par divers terroristes ou d'autres groupes. Ce que nous observons maintenant, c'est une préparation avant une éventuelle escalade. Les États-Unis renforcent d'abord leurs frontières, puis décideront de la suite à donner. Pour ces migrants, le rêve américain s'arrête ici. Reconduits à la frontière mexicaine, ils viennent d'être expulsés des États-Unis. Certains, comme Carlos Macias, ont passé des années à travailler dans le pays avant d'être arrêtés et ramenés brutalement au Mexique. Ils nous amènent attachés comme si nous étions les pires. En fait, ils nous chassent. Certains disent qu'ils vont chercher les gens jusque dans les églises, qu'ils sont en train d'installer des points de contrôle. Les conséquences directes de la nouvelle politique en matière d'immigration clandestine défendue par Donald Trump. Le républicain s'est engagé à expulser des millions de personnes sans papier qu'il considère comme des criminels. Une urgence nationale pour Donald Trump qui a décidé d'envoyer 1500 militaires supplémentaires à la frontière avec le Mexique. Ils viennent s'ajouter aux plus de 2000 soldats déjà présents le long de cette frontière. Le président des États-Unis a également décrété une interdiction générale de l'asile, une décision qui plonge des milliers de réfugiés dans la détresse. Face à ces mesures américaines extrêmes, des milliers de personnes se tournent désormais vers le Mexique pour effectuer leur demande d'asile. Les autorités mexicaines se préparent aussi à l'afflux de migrants. Des abris d'urgence pour les personnes expulsées sont en train d'être installés. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Passons maintenant à la situation en Ukraine. Nous avons beaucoup de déclarations intéressantes et peut-être même amusantes faites par Zelensky. Volodymyr Zelensky a déclaré que son décret sur l'impossibilité de négocier avec Vladimir Poutine concernait tout le monde, sauf lui. J'ai interdit à toute figure politique en Ukraine de mener des négociations avec la partie russe. Je suis le seul à pouvoir mener ces négociations. J'ai interdit à quiconque d'autre de les mener, a déclaré Zelensky. C'est très amusant d'entendre cette déclaration maintenant, 3 ans après l'adoption de cette loi. Pourquoi personne n'en avait entendu parler auparavant? Que se passe-t-il? Zelensky essaie de faire tout son possible pour ne rien changer, ni les lois, ni son image, afin de ne pas paraître en position de faiblesse. Mais évidemment, la Russie n'acceptera jamais cela. La Russie exigera un président légalement élu en Ukraine et de nouvelles élections,
après quoi elle signera des accords avec ce président légal, mais certainement pas avec Zelensky lui-même. Très probablement, Zelensky ne sera pas en mesure de remporter de possibles élections en Ukraine. Passons maintenant à la situation en Transnistrie. Il semble que les Ukrainiens aient réussi à résoudre leurs problèmes d'électricité. Selon nos informations, Zelensky a établi un schéma et a eu une réunion avec le président de la Moldavie. Voici le schéma. Zelensky comprend que, tôt ou tard, la Russie détruira probablement toutes les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Il ne pourra rien y faire, et sa solution est la suivante. Zelensky fournira gratuitement du charbon à la Moldavie. La Moldavie donnera ensuite ce charbon au territoire de la Transnistrie, cet État non reconnu. Cet État non reconnu produira de l'électricité grâce à ce charbon, et cette électricité sera envoyée en Ukraine. Bien sûr, cette centrale électrique ne pourra pas approvisionner toute l'Ukraine, mais elle aidera évidemment certaines parties du pays. Passons maintenant à la situation sur le terrain. Aujourd'hui, nous allons discuter des événements les plus importants qui se sont produits au cours des 12 dernières heures. Selon les informations dont nous disposons, les Russes, à la suite d'une opération offensive, ont réussi à établir un contrôle total sur la localité appelée Vassova. Cette information, entre la nuit du 25 au 26 janvier, nous a été fournie par des sources pro-ukrainiennes. Comme vous pouvez le voir, ils ont ajusté leur carte. De même, les rapports ont été publiés par des sources pro-russes et neutres. Ainsi, pour le moment, nous colorons le territoire de Vassova comme une zone contestée. Nous attendons maintenant soit un rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, soit une autre géolocalisation avec le drapeau russe dans la partie nord-ouest pour confirmer le contrôle sur la localité. Peut-être que les Russes publieront les deux, le rapport du ministère de la Défense et la géolocalisation. Quoi qu'il en soit, la bataille pour cette localité est terminée. Les Russes ont réussi à établir un contrôle total, et maintenant les Ukrainiens et nous réfléchissons à ce que les Russes vont faire ensuite. Les Russes ont au moins deux options. 1. La première option pour les forces armées de la Fédération de Russie est de continuer vers le nord avec l'objectif d'attaquer les Ukrainiens par le sud et de connecter les deux armées, celles des groupes de forces Est et Sud. 2. La deuxième option est d'attaquer vers l'ouest afin de contourner la ville de Gouliaïpolé et d'attaquer la localité par derrière. Ainsi, les Russes sont libres de faire un choix. Et évidemment, les Ukrainiens ne sont probablement pas préparés au développement qui s'annonce. Passons maintenant à la situation dans la zone fortifiée Andreevka. Comme vous pouvez le voir, la carte a été ajustée en faveur de la Russie. Comparons la carte entre deux dates. Par exemple, voici la situation à la fin du 20 janvier. Les Russes venaient de détruire un autre ponton entre la localité de Constantinople et Andreevka. Les Ukrainiens ont presque complètement perdu leur logistique à la fin du 25 janvier. Au début du 26 janvier, nous avons des ajustements sur la carte. Comme vous pouvez le voir, selon ces corrections, les Russes ont réussi à avancer dans la localité d'Andreevka depuis le nord-est. Cette information a également été confirmée par des sources pro-russes. Nous avons ajusté la carte en fonction de la vidéo publiée par la partie ukrainienne. Dans cette vidéo, nous voyons comment les Ukrainiens repoussaient les soldats russes hors de la partie nord-est de la localité d'Andreevka. Sur la base de cette vidéo, nous voyons que les Russes ont considérablement amélioré leur position. Il est maintenant clair ce que les Russes envisagent de faire ensuite. Leur objectif principal, la tâche numéro 1, est de s'enraciner plus profondément, bien sûr. La tâche numéro 2 est de commencer à avancer vers le sud dans le but de prendre le contrôle d'au moins cette partie d'Andreevka. Cela permettra aux Russes de couper la localité en deux, de forcer les Ukrainiens à se replier vers la partie ouest de la localité. Cette manœuvre permettra aux Russes de perturber la logistique et d'isoler les Ukrainiens actuellement situés dans la partie est de la localité et dans ce réseau dense de fortifications, les piégeant dans une chaudière. Ainsi, les Russes vont créer une autre chaudière. Nous le voyons clairement. Une fois encore, les Russes avancent vers le sud, coupant la localité en deux. Nous nous souvenons que, durant les jours précédents, les Russes ont effectué de nombreuses tentatives pour améliorer leur position vers la localité de Roslivka
et celle de Constantinople. Mais même de ce point de vue, avec cette configuration, nous voyons que la distance entre les positions avancées russes au sud et les positions russes possibles dans la localité d'Andreevka pourrait être inférieure à 4 km. Et cela forme déjà une chaudière, une autre chaudière. Les Ukrainiens situés dans les localités de Roslivka et dans ses champs, ce groupe serait pris dans une chaudière. Bien sûr, nous ne parlons pas de milliers d'Ukrainiens, mais de plusieurs centaines qui pourraient être piégés dans cette chaudière sans possibilité d'évacuation. Ainsi, nous voyons que la situation est très difficile pour les Ukrainiens. L'essentiel est qu'ils ne peuvent pas échapper à une chaudière sans entrer dans une autre. Je rappelle simplement que la première chaudière est apparue sur le territoire d'Ugledar. Et après la bataille d'Ugledar, il y avait jusqu'à 4 ou 5 chaudières successives. Donc, les Ukrainiens quittent une chaudière pour entrer dans une autre, puis encore dans une autre. La situation est donc très compliquée pour eux, et évidemment, cela entraîne des pertes importantes du côté ukrainien. Quel intérêt de mettre un peuple slave l'un contre l'autre? Bon, rapidement, je préréponds. C'est exactement comme pour la guerre Iran-Irak. Hein, si vous regardez Lord of War, vous avez cette fameuse scène qui explique ça très bien, où Nicolas Cage parle à un vendeur d'armes qui est plus senior que lui, et lui dit, vous savez, moi je me contente pas de vendre des armes, je prends parti. Et Nicolas Cage lui dit, oui, mais dans la guerre Iran-Irak, vous avez vendu des armes aux deux camps. Et le vendeur d'armes lui répond, et ça ne vous a pas effleuré l'esprit que je souhaitais un match nul. Donc détruire un pays contre un autre pays, c'est littéralement ce qu'ont fait les Américains avec la guerre Iran-Irak. Ils ont armé l'Irak, dont ils n'avaient rien à foutre, vous l'avez bien vu, puisqu'ils ont pendu Saddam Hussein ensuite, ils ont envahi l'Irak. Donc ils ont armé l'Irak, puis, et ce qui était leur allié, hein, puisqu'ils l'armaient, pour attaquer l'Iran. Ça a été de l'horreur, avec de l'utilisation d'armes chimiques, etc., qu'ils ont bien sûr reproché à Saddam Hussein. C'était le grand chef d'accusation, l'utilisation d'armes chimiques pour son exécution aux États-Unis. C'était leur allié, mais ils l'ont buté, parce qu'eux, en fait, ce qu'ils voulaient, c'était dégommer à la fois des Arabes et des Perses dans la zone et faire le ménage. Donc, géopolitiquement, dégommer des Slaves dans la zone, une des zones qui est aussi stratégique, il y a tout un tas de gens que ça intéresse, et qui sont assez malins pour faire croire aux Ukrainiens que c'est leurs amis, alors qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de morts, on voit bien que l'État profond américain et Blinken et compagnie et les néocons, c'est pas du tout les amis de l'Ukraine. Et je pense que l'Ukrainien de base l'a compris, d'où le taux de désertion aussi élevé. Mais en effet, les proches de Zelensky l'ont pas forcément compris encore, qu'ils sont complètement en train de se faire manipuler. Et quand ils se réveilleront, la gueule de bois va être très compliquée. Concernant la direction de Novoprokopivka, au cours des 24 dernières heures, comme vous pouvez le voir, les Russes ont réussi à améliorer leur position et à prendre le contrôle de plusieurs villages, lignes boisées et champs en direction de l'ouest. Selon les informations dont nous disposons, les Russes ont amélioré leur position dans les environs de la localité de Novodanilivka. Et selon des sources pro-russes, le village de Novo-Antonivka a été complètement capturé par les Russes. Peut-être que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie confirmera cette information aujourd'hui. Passons maintenant à la situation dans le sud, dans la direction de Kherson. Après une très courte pause opérationnelle, les Ukrainiens ont réussi à regrouper leurs forces et ont recommencé à envoyer de plus en plus d'unités et de chars dans cette zone, essayant de battre les Russes sur la rive ukrainienne du fleuve Dnipro et de forcer les Russes à reculer. Nous voyons que la situation est très critique pour les Ukrainiens. Ils sont contraints de subir des pertes importantes. Et nous voyons que, effectivement, les Russes parviennent à s'enraciner plus profondément. Peu importe ce que les Ukrainiens tentent, ils ne parviennent pas à forcer les Russes à battre en retraite. Quoi qu'il en soit, la situation est très difficile pour les Ukrainiens. Et après que ces attaques soient repoussées par les Russes, il est très probable que les Russes commencent leur propre contre-attaque dans cette même zone. Donc on nous demande, Charles, si tu as vu aussi ces fameux soldats nord-coréens dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu. Alors, on a vu beaucoup d'étrangers, des Nicaraguayens, des Colombiens, des Chinois, des Sri Lankais, quelques nationalités européennes, et on a vu un Nord-Coréen. On a vu un Nord-Coréen. Après, tu as peut-être mal vu, mais voilà, ça commence à faire une différence, quoi. Oui, qui était spécialiste. Alors, si tu veux, la Nord-Corée, avec Régis et Aïcha, on connaît un peu dans la guerre Russie-Ukraine, puisque en septembre 2023, on a eu de temps en temps, omerta un scoop mondial. On a été le seul média étranger à pouvoir filmer les fameux obus nord-coréens, qui avaient été livrés à Wagner.
ouais, et que les Russes nous ont sorti, c'est du 155. Les Russes, à un moment, Régis demande, mais alors les obus nord-coréens, comment ça se passe? Et là, le chef de la batterie d'artillerie nous dit, bah oui, bah on en a, et il ordonne à un de ses soldats d'aller en chercher. Le type revient 5 minutes après, et là, on voit la tête nord-coréenne qui est d'ailleurs, qui est en fait, qui est noire, c'est du métal noir, avec la charge, Oui, parce qu'il y et avait pas de chrome, ils étaient en déficit de chrome, les Coréens. Ouais, c'est un petit détail ouais, comme ça. et qui nous explique que le canon est russe, mais que la tête et la charge doivent être nord-coréennes, parce que tu ne peux pas, en réalité, si tu mixes, tu prends une tête russe avec une charge nord-coréenne, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Voilà, donc Ouais. ça, c'était sous la caméra d'Omerta, de Régis et d'Aïcha. On a été les seuls à ramener la preuve vivante de la fourniture de ces obus. Non, là, je crois que les Nord-Coréens, ils sont sur place. Bon, il n'y a pas vraiment de raison de contester. Les Nord-Coréens fournissent des obus et des moyens techniques, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne fournissent pas d'hommes. Ce qui, pour moi, est plus douteux, c'est les rapports que font l'armée ukrainienne, mainstream français, de l'utilisation et de l'état des troupes nord-coréennes. Alors, pour une raison qui est assez simple et qui d'ailleurs date d'il y a déjà 2-3 ans, enfin du début de la guerre quasiment, c'est-à-dire que les médias nous expliquent que depuis 3 ans, les Russes ont 1000 pertes par jour. Ouais, voilà, évidemment, ça commence à faire beaucoup. Alors la source, c'est soit c'est l'armée ukrainienne, soit c'est le renseignement britannique. Oui, voilà, Mais qui est tout à fait objectif. voilà, dans les deux cas, si tu veux, mais c'est jamais remis en cause. On peut pas, enfin, 1000 morts par jour. Non, mais je veux dire, c'est surréaliste. Et ça, il n'y a personne pour dire, attendez, ça fait peut-être quand même un peu beaucoup. C'est peut-être pas très crédible. Voilà. Donc, Des conneries, je te rappelle quand tu as eu le Ghost of Kiev et Snake Island, oui, carrément le Guardian qui a dit oui, on a menti. Ouais, on a menti. Le Ghost of Kiev, il n'existe pas, tu vois. Ça n'existe pas. Un avion comme ça qui sort de nulle part, un cavalier qui surgit de la nuit, tu sais, et les radars qui le voient pas, puis il abat 3 avions, puis il disparaît. Le Ghost of Kiev. Bon, bah ouais, le Guardian a dit oui, on a intoxiqué nos lecteurs. Mais c'est parce que nous, en fait, on a décidé contre l'intérêt de nos lecteurs, qui est de connaître la vérité, qu'on allait les enrôler dans la guerre en Ukraine. On a arrêté de faire du journalisme, on a fait de la propagande. Nous, on s'est dit, on doit forcément être du côté ukrainien. Nos lecteurs doivent forcément être du côté ukrainien. C'est normal. Nos lecteurs n'ont pas la capacité de choisir tout seuls. Donc, on va les intoxiquer avec l'affaire du Ghost of Kiev. Et on est fiers de ça. Et le Guardian, quand l'affaire du Ghost of Kiev est sortie comme étant une énorme connerie, ce que les journalistes citoyens comme toi et moi disaient depuis le début, et ben, le Guardian a dit oui, mais c'est normal, il faut aider l'Ukraine. Donc, on enrôle la mère de famille qui lit le Guardian en pensant que c'est un canard sérieux. Elle a cru ça, voilà, que le Ghost of Kiev existait. Donc, moi, ça me surprend pas qu'ils te sortent des dingueries pareilles. T'as vu Nombre de nos agences de renseignement nationales nous informent que la Russie pourrait tester la capacité de l'Union européenne à se défendre d'ici 3 à 5 ans. Qui d'autre écoutons-nous si ce n'est elle? Il faut que le public comprenne. Nous envoyons un signal dangereux à l'agresseur. La faiblesse les invite à entrer. Alors, on a là quand même la représentante de l'Europe qui dit 3 à 5 ans, c'est demain. Et surtout, elle s'appuie quand même sur les données des services de renseignement, de nombreux services de renseignement occidentaux. Ça veut dire que l'Europe n'a pas son propre service de renseignement, donc il y a plusieurs services qui participent à cet effort de renseignement, et ça concorde. Ça veut dire qu'il y a les Allemands, il y a les Danois, il y a les Anglais qui disent à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'elle a l'Europe? Parce que tout à l'heure Thierry Breton répondait de manière ambiguë, il disait il y a un service de coordination. Oui, ça veut dire quoi un service de coordination? Il n'y a pas d'Europe de la défense. Non, mais je veux dire, il y a un gars dans un bureau qui fait quoi? J'étais à Bruxelles à l'époque et j'ai vu la naissance de ce service. Et les seuls qui donnaient des informations, c'était les Anglais et les Français. Et c'était pas des informations données à tout le monde. Donc c'est un peu monté en puissance et effectivement c'est un service de coordination. On va pas donner des informations comme ça à tous les membres de l'Union européenne alors que c'est une maison de verre. Oui, c'est ça. Et là... Voilà donc l'état des lieux. La chaîne de Monde Multipolaire rappelle qu'il y a de la place pour un monde multipolaire plus juste. Nous n'encourageons pas la violence et souhaitons vivement le retour de la paix. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez un like, notre Telegram sera bientôt disponible. Passez une bonne journée. Au revoir.